Vous retrouvez pour un nouveau numéro de votre magazine Afrique Mag, où il sera question du réseau associatif pour le dialogue algéro-africain dans un entretien réalisé par nos amis de l'Union africaine de radiodiffusion UAR avec le président de ce réseau, M. Ali Sahel. Tout cela lors de la rubrique L'invité du Mag. Mais avant cela, place à nos reportages avec pour commencer ce sujet sur l'industrie du médicament, les nouveaux caps du panorama pharmaceutique africain. C'est le thème d'une conférence internationale organisée par le Conseil de l'Ordre des pharmaciens. Les représentants de 15 pays du continent œuvrant dans l'industrie pharmaceutique y ont pris part. Il s'agit d'asseoir avec leurs pairs algériens les meilleures voies pour aller vers une collaboration plus étroite. Saïda Mayouf. L'industrie pharmaceutique, un secteur clé n'ayant de cesse d'évoluer à l'ère des technologies de pointe. Par conséquent, nombreux défis de l'heure sont à relever au niveau africain afin de parvenir à la sécurité sanitaire tant escomptée. Je voudrais que le Cameroun s'inspire de l'Algérie qui aujourd'hui a un taux d'importation en baisse. Contrairement au Cameroun, nous sommes actuellement à 7% d'industrialisation. Nous venons donc nous inspirer de l'Algérie. La Côte d'Ivoire, invitée d'honneur de cette rencontre, plaide pour une passerelle solide et durable entre les pays du continent africain. La Côte d'Ivoire, à l'instar de tous les pays, est aujourd'hui sur la trajectoire de développer son institut industriel pharmaceutique. Et pour ce faire, nous avons besoin aussi de l'accompagnement, du partenariat de l'ensemble de tous nos frères africains qui ont réussi dans le domaine pour le partage d'expériences, pour le partage de compétences, le transfert de technologies. Pharmaciens algériens, bravo. Vous êtes un exemple et nous n'avons aucun complexe à bien vouloir copier sur vous de manière à assurer à l'Afrique, dans un futur assez proche, sa souveraineté en matière de produits de santé. L'Algérie, qui en quelques décennies s'est hissée parmi les principaux producteurs pharmaceutiques d'Afrique, aspire actuellement à trouver dans le marché africain un terrain propice pour exporter ses médicaments. Notre président a insisté pendant longtemps sur la nécessité de créer un espace de coopération entre tous les pays africains. Il a d'ailleurs plusieurs fois exhorté les opérateurs économiques algériens d'aller investir dans les pays africains. La coopération sud-sud est pour notre président une idée phare qu'il faudrait donc développer et que nous avons nous-mêmes, en tant que secteur de la santé, tenté de voir quelles sont les possibilités de créer des passerelles avec nos pays africains. L'Algérie a atteint un seuil de 80% d'autosatisfaction en matière de production nationale. Donc la souveraineté pharmaceutique, elle est atteinte, alhamdoulilah. Mais ce que nous souhaitons, c'est que cet effort-là qui a été fait par nos producteurs, par les 200 unités de production au niveau national, soit récompensé. Et soit récompensé de façon logique, qui est l'exportation du produit algérien vers les pays africains. Pharmacie d'officine, axe d'enseignement pharmaceutique, avancée dans la pharmacie hospitalière, autant de thématiques pertinentes parmi tant d'autres, décortiquées lors de la conférence internationale des nouveaux caps du panorama pharmaceutique africain, ayant réuni les professionnels du métier algérien avec leurs pairs représentant 15 pays africains. Rançonnage, hacking ou encore désinformation, ce sont là quelques fléaux liés au développement du numérique qui est un axe prioritaire des ambitions de développement de la République centrafricaine. Après l'acquisition de la technologie à fibre optique qui a le mérite de relever la qualité de l'Internet, les autorités locales œuvrent actuellement pour assurer une adéquation entre le développement de ce secteur et la protection des utilisateurs. Séverine Douque, Mariam Damis. Selon les données de Africa Cyber Security Market, le marché africain de la cybersécurité était estimé à plus de 1500 milliards en 2020. Les escroqueries de type Business Email Compromise restent le cybercrime le plus coûteux, avec des pertes estimées à environ 1125 milliards de francs CFA en 2020 dans le monde, à côté du rançonnage et la désinformation. Pour endiguer ce fléau en République centrafricaine, les autorités de ce pays ont promulgué la loi sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité.
La loi qui a découlé sur la création d'une agence nationale de la cybersécurité, une première en Centrafrique, instaure désormais un cadre juridique régulateur sur ce secteur, sensible gage de la sécurité et de l'intégrité des États. Nous avons pris le mettre en place l'arsenal juridique pour toiletter donc le cadre juridique des technologies en République centrafricaine, ce qui nous a permis de prendre des textes au dernier sur la cybersécurité, la lutte contre la cybercriminalité et la protection des données en ligne. Cela nous permet de mettre en place ce qu'on appelle l'Agence nationale d'information qui se servira donc de ces malfrats-là, ceux qui utilisent à dessein pour diffamer, pour pirater, pour voler. Et tout cela, c'est pour ça que nous avons pris ces données. C'est vraiment des lois très importantes pour la population de la République centrafricaine et même au-delà. À la faveur du projet de désenclavement numérique engagé par les autorités centrafricaines, le pays a pu se doter en fin 2023 de la fibre optique, ce qui devrait permettre d'améliorer la qualité de l'Internet sur l'étendue du territoire à un prix abordable pour un meilleur débit équivalent aux standards internationaux. Selon les autorités centrafricaines, cette technologie devrait également favoriser l'augmentation des recettes fiscales, la réduction du coût des transactions économiques, la création d'emplois et stimuler les investissements afin de permettre l'amélioration des conditions de vie des populations. La République centrafricaine est ce pays dont on n'avait pas l'infrastructure fibre optique. Nous avons maintenant la fibre optique qui est arrivée. La première connexion s'est faite entre la République du Congo à partir de la ville de Ouesso et la République du Cameroun à partir de la ville de Kenzhou. Et on a donc une distance de 1200 km qui arrive à Bangui pour l'année. Et nous avons aujourd'hui en point de mire la connexion entre la mer Atlantique du Cameroun et le Congo pour rejoindre la mer Rouge à partir du Soudan du Sud. Le développement du numérique est un axe prioritaire de la politique de développement de la République centrafricaine, à même de contribuer à son essor. Le pays a instauré une taxe de 1% sur les cartes magnétiques pour permettre aux secteurs sociaux tels que la santé de pouvoir bénéficier du développement des infrastructures et le renforcement des capacités. Les experts de la communauté du pôle énergétique de l'Afrique centrale, PEAC, souhaitent une interconnexion entre les pôles électriques de l'Afrique centrale et ceux de l'Afrique de l'Est. Ces experts ont fait cette indication après avoir visité la centrale hydroélectrique des chutes Rusumo partagée entre le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Les membres de la communauté du PAC ont tenu une discussion concernant la possibilité de relier cette centrale hydroélectrique à d'autres pôles énergétiques du pays de l'Afrique de l'Est ainsi que de l'Afrique centrale. Le directeur général de la Rusumo Power Company Limited, Nare Karitani, témoigne de la faisabilité de cette mission et de ses avantages pour le pays membre. En fait, la mission comme telle, elle était venue d'abord, c'était comme un sorte de study tour pour eux, pour voir comment les projets régionaux qui comprennent plusieurs pays peuvent être développés. Ça, c'était une. Il y a aussi, ils ont un intérêt particulier de connecter le pôle énergétique de l'Afrique de l'Est avec le pôle énergétique de l'Afrique centrale. Et je pense que nous sommes très bien positionnés ici à Rusumo, à cause de nos infrastructures, d'être ce pont-là. Alors nous sommes en train de voir des pistes de collaboration dans ce sens. Bien sûr que c'est possible, parce que comme nous avons discuté dans la réunion, notre infrastructure de notre poste de Rusumo ici, qui est du côté rwandais, pour le moment, nous évacuons 80 MW dans les trois pays. Mais la capacité, la capacité peut arriver jusqu'à 500 MW. Nous pouvons utiliser notre poste comme un transit. Et ça nous intéresse parce que ça peut générer d'autres revenus pour la compagnie et aussi développer le secteur énergétique dans nos pays. Le secrétaire permanent du PAC, Atade Azarak Mogro, s'est réjoui du succès de cette mission et félicite le Rwanda pour les progrès accomplis dans son développement ainsi que pour l'avancement de son secteur d'électricité.
Il souligne l'importance que d'autres pays de l'Afrique centrale prennent exemple sur le Rwanda. Le Rwanda est sur la bonne voie, je me félicite, puisque je suis venu déjà plusieurs fois. Je pense que, je dirais simplement que de toute l'Afrique centrale, le Rwanda est en très très bonne voie en termes de capacité de production et de la fiabilité de son réseau. Chaque fois que je viens, je suis épaté parce qu'il n'y a pas d'interruption au niveau de Kigali, il n'y a pas de délestage. Et là, c'est important parce que dans beaucoup d'autres pays, le délestage persiste encore dans même les capitales de ces pays. Donc, je pense que le Rwanda est en bonne voie. Nous voulons plutôt que le reste de l'Afrique centrale puisse copier l'exemple du Rwanda. C'est pour cela que nous avons décidé de venir sur place, constater de visu l'état d'avancement de différents projets. Et nous sommes épatés, nous sommes très fiers de la réussite de cette mission. Il ajoute également que ces projets de la centrale hydroélectrique des chutes Rusumo seraient essentiels pour l'ensemble de l'Afrique centrale et il exprime le souhait que cela se concrétise. L'objectif du PAC, c'est la création d'un marché régional à travers des boulevards énergétiques de l'ensemble des 11 États que compte la communauté économique des États de l'Afrique centrale. C'est difficile. Difficile, pourquoi? Parce que le financement souvent ne suit pas. Mais nous nous battons pour cela. Je rappelle simplement qu'aujourd'hui, quelques projets sont en cours au niveau de l'Afrique centrale, notamment entre le Tchad et le Cameroun. Mais néanmoins, il n'y a pas de véritable boulevard d'énergie électrique entre les différents États. Donc nous nous battons pour cela et il faut tout faire. Les pays doivent tout faire pour que des interconnexions se fassent, pour que nous puissions échanger l'énergie. Il y a des pays qui n'ont pas de sources hydroélectriques, il y a des pays qui n'ont pas de capacité suffisante installée. Donc cet échange permettra à tout le monde de bénéficier de ceux qui en ont. Voilà, je pense que sur ce plan, je pense que le Rwanda est sur une très très bonne voie de ce côté. La centrale hydroélectrique se situe à la frontière entre le Rwanda et la Tanzanie à Rusumo. Elle contient 3 turbines et traverse la rivière Akagera partagée entre le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Avec une capacité de production électrique de 81 MW, la construction de ces projets hydroélectriques a débuté en 2017 et devrait être opérationnelle avant la fin de ces mois de mai. En tout cas, le membre de la communauté du PAC se réjouissent de ces projets ainsi que de son progrès. Comme vous pouvez les voir derrière moi, je suis aux centrales hydroélectriques des chutes de Rusumo que partagent 3 pays, le Rwanda, la Tanzanie et le Burundi. Mais aussi ses membres affirment que cette initiative conjointe n'est pas tout simplement essentielle pour ces 3 pays, mais pour toute l'Afrique centrale. Charlène Fouraha pour la télévision rwandaise. Les idées de recherche et d'innovation ne manquent pas, mais malheureusement se pose le problème de financement. Que faire pour que le secteur de la recherche et de l'innovation des pays de l'Organisation des États de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, OEACP, trouve plus facilement les moyens financiers? Et comment aider les États à créer des fonds nationaux de recherche et d'innovation? Les réponses à ces questions ont justement été au cœur de la réunion de Lomé qui a réuni des experts et les directeurs centraux de la recherche et de l'innovation des pays de l'OEACP. L'on reconnaît à la recherche et à l'innovation leur capacité à apporter des réponses aux grands défis de l'heure. Insécurité alimentaire, sécheresse, chômage des jeunes, changement climatique. Cependant, le secteur souffre toujours de financement et de la mise en place de fonds nationaux de recherche et innovation. 2 préoccupations majeures qui seront discutées à cette rencontre de Lomé. Experts et directeurs centraux des pays de l'OEACP, Organisation des États Afrique, Caraïbes, Pacifique, partent sur la base d'un échange d'expériences pour mieux avancer. C'est de voir exactement ça. Comment on peut profiter du potentiel des financements de tous les secteurs clés de la recherche et l'innovation pour un développement durable, pour faire que la recherche et l'innovation soient développées dans les pays, qui soient les moteurs et la clé du développement durable. La recherche et l'innovation sont très importantes pour le développement d'un pays, surtout quand on voit comment nos services sont conçus, sont donnés, quand on voit également les industries que nous créons. On a vraiment besoin de la recherche et du développement pour assurer la croissance et le développement de ces différentes industries.
Certains pays membres de l'OEACP ont déjà leur Fonds national de recherche et innovation, d'autres pas encore. Le Togo a déjà lancé le processus et compte puiser dans cet exercice d'apprentissage mutuel ce qu'il faut pour peaufiner le projet. Il ne s'agit pas de réinventer la roue. Il faut juste voir un peu comment ça se passe chez eux, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui ne marche pas, pour pouvoir tirer des leçons, pour orienter davantage le processus qui est en cours au Togo, pour s'assurer qu'à la fin du processus, on aura effectivement un Fonds national de la recherche et de l'innovation. Ces 3 jours de travaux offriront également l'opportunité de tisser des liens au-delà des frontières dans le domaine de la recherche et de l'innovation. De plus, un manuel sur les méthodes appropriées pour la création de fonds nationaux de recherche et d'innovation sera élaboré. La 7e édition du Festimo a débuté le vendredi 10 mai 2024 au Centre togolais des expositions et foires de Lomé, un salon international qui rassemble les acteurs de la chaîne immobilière autour des enjeux du secteur. Pendant 3 jours, soit du 10 au 12 mai, ces acteurs ont échangé, essayé de nouer des partenariats d'affaires et surtout de démontrer leur savoir dans différents domaines à travers des expositions et conférences débats. La 7e édition du Salon international de l'immobilier et de l'habitat, un rendez-vous annuel des professionnels de la chaîne immobilière avec au menu plusieurs activités et des innovations à cette année charnière du Salon. L'exposition a déjà été lancée. Tout à côté, nous aurons des séances d'ateliers de formation. Nous avons des séries de conférences. Nous nous y organisons avec le comité, être présent à Kara au mois de juillet pour la 8e édition et la 9e édition, nous comptons le faire au mois d'août à Palimé afin de prendre assez de recul pour préparer les 10 ans de Festimo. Permettre aux Togolais d'accéder à un logement décent et à un coût abordable, c'est ce à quoi s'attelle le gouvernement togolais depuis quelques années. Le Salon international de l'immobilier et de l'habitat a toujours bénéficié du soutien du gouvernement. L'adoption de l'avant-projet de loi portant code de l'urbanisme et de la construction et celui portant réglementation de la profession d'agent immobilier sont entre autres actions majeures visant à améliorer le parc immobilier et à favoriser l'accès à un logement décent. En privilégiant le partenariat public-privé pour l'aménagement des zones d'habitat planifiées inscrites dans la feuille de route gouvernementale, le gouvernement crée des synergies afin de dynamiser la collaboration entre les principaux acteurs de la chaîne immobilière. À cet effet, j'exhorte les professionnels ici présents, qui sont d'ailleurs de qualité, en particulier les promoteurs immobiliers, à s'engager véritablement dans cette dynamique. Une visite des stands de la délégation officielle, ensuite pour découvrir et toucher du doigt le savoir-faire et le génie créateur des acteurs du secteur de l'immobilier et de l'habitat. Le salon prend fin le dimanche 12 mai prochain. Les espaces verts sont un lieu de détente et de rencontre pour beaucoup de Dakarois. Toutefois, s'il y a un nombre appréciable de ces espaces dans la capitale sénégalaise, certains citoyens aimeraient qu'ils soient mieux entretenus et plus nombreux. Pour préserver l'environnement, certaines associations militent pour prendre soin de ces endroits qui accueillent de plus en plus de monde. Jardin public, aire de gazon, parc, Dakar semble être une ville fleurie. Mais est-ce réellement le cas? La ville concentre plus de 3 millions de la population sénégalaise. Une concentration humaine qui a besoin d'un cadre de vie adéquat, profitant des espaces verts pour son épanouissement. Ils constituent des zones de repos, de détente, mais aussi de promenade en famille. C'est le cas ici, à la place de l'Indépendance. Nous avons trouvé des ouvriers paysagistes. Le jardin est très fréquenté à ces heures par plusieurs personnes. Ces dernières n'ont pas manqué de donner leur avis sur les lieux. J'apprécie vraiment ce jardin. Vous savez, pour se relaxer, c'est l'endroit idéal, mais je pense qu'on doit contrôler les fréquentations.
Ce n'est pas normal que certaines personnes fréquentent cet endroit. Ils ne donnent pas une bonne image de la place. Le seul problème avec ce jardin, ce sont les nuisances. C'est une place pour se reposer, mais malheureusement, il y a des sans-abri qui dorment sur les bancs. Ils s'adonnent parfois à des actes peu orthodoxes. C'est pas normal. Une responsabilité de la mairie de Dakar. Nous avons voulu avoir l'avis des autorités municipales, mais nos tentatives sont restées vaines. Des lieux bien entretenus jusqu'ici offrent une belle vue. C'est une très bonne idée pour nous les Sénégalais, parce que parfois, on peut aller quelque part et venir nous reposer ici. C'est un espace très calme et propre en même temps. Surtout dans les banlieues, on a besoin des espaces verts parce que là-bas, il n'y a pas assez d'espace pour qu'on puisse s'amuser, divertir en même temps. Oui. Ces espaces verts sont vraiment très beaux. À chaque fois que je suis ici, je ne sens plus le stress. Je viens de la banlieue et je dois parcourir une longue distance. J'aimerais bien qu'il y ait ce genre d'espace dans mon quartier. Comme ça, je pourrais en profiter à ma guise. En 2020, un décret avait été sorti pour que les autorisations de construction soient adossées à l'obligation de planter des arbres devant les maisons et d'assurer leur entretien. 4 ans après, la consigne ne semble pas être totalement suivie. Le suivi est vraiment une problématique qui nous tracasse le plus. Parce que le suivi est très difficile aujourd'hui par rapport à ces engagements qui sont pris. Mais je pense que cela révèle d'un engagement de tout un chacun à pouvoir respecter ses engagements personnels, mais également au fait qu'on a tout un chacun un engagement envers notre environnement, on a un engagement personnel envers notre communauté, une certaine redevabilité parce que l'environnement nous appartient et on pense que tout un chacun, on a ce devoir de protéger pour qu'on puisse vivre en harmonie et en bonne santé. À plusieurs kilomètres de là, Guédiawaye. Depuis 2018, il y a eu un déclassement de 1000 hectares. L'Association pour la justice environnementale tire la sonnette d'alarme. La bande des Filao est vraiment au cœur de Dakar. Donc, comme vous le savez, Dakar est une zone très polluée et la bande des Filao représente un des derniers poumons verts de Dakar. Donc, il a plusieurs objectifs de préservation de l'environnement. Donc, les dunes qui servent à fixer le sol, qui servent à fixer les dunes pour lutter contre l'érosion côtière, mais également pour barrer ces vents et ces poussières qui viennent vers les communautés, mais également elle a un aspect économique très important parce que le déclassement s'est fait au niveau de la zone des Niayes. Comme vous le savez, il y a des activités économiques très importantes que les jeunes et les femmes sont en train d'exercer au niveau de cette zone. Selon ces militants, les populations sont en danger. Face au changement climatique, il est nécessaire que le Sénégal mette en place des stratégies afin de faire face à ce fléau. L'augmentation des espaces verts et la préservation des forêts doivent être une obligation pour l'État du Sénégal. La 6e édition de la West African Food Festival, WAFest, a connu un énorme succès. Le festival, qui s'est déroulé dans une grande ambiance, a récompensé les participants en leur attribuant différents prix. Pendant 6 jours, les chefs cuisiniers ont mis en valeur les mets de leur terroir à travers les nombreuses compétitions organisées à l'occasion. Le Togo, pays hôte de la 6e édition de l'art culinaire West Africa Food Festival, s'en sort à la fin de la compétition avec une médaille en or et 2 en bronze dans les catégories Jollof Rice, mets de chaque terroir et en barbecue. Je suis le meilleur dans la catégorie de barbecue. J'ai fait le barbecue avec la viande du poulet. L'assaisonnement, là, c'est uniquement pour le Togo. Et nous, on a présenté une entrée crémeux d'avocat avec des chips orientales telles que banane plantain et chips de patate douce en entrée. En plat de résistance, on avait proposé
de la purée de patates douces avec de la viande d'agneau. Et en dessert, la crème caramel faite à base de bissap. On a eu la médaille de bronze pour la compétition de Jollof Rice, typiquement Rio Gras. Les cuisiniers ghanéens repartent avec 3 médailles et trophées en or dans les catégories mets traditionnels chef maman, gâteau de mariage et mets du terroir. C'est la première fois que le Togo accueille ce grand rendez-vous de la bonne cuisine. L'association West Africa Food Festival veut faire découvrir les différents mets d'Afrique en vue de leur valorisation. Parmi les pays de l'Afrique de l'Ouest, il y avait le Burkina Faso, le Ghana, Liberia, Sierra Leone, Nigeria. Avec le Togo, ça fait 5 pays. Il y a des pays qui étaient venus nous soutenir, tels que le Botswana, l'Afrique du Sud et le Rwanda. Les meilleurs chefs cuisiniers ont été récompensés, ont également été primés de jeunes étudiants en cuisine. Le meilleur vient de l'école Hôtel Avenida. Le prochain festival se tiendra en 2025 au Burkina Faso. Pour terminer la première partie de notre magazine, nous allons vous parler d'un fruit qui a la cote en cette période, la fraise en l'occurrence. Nous allons découvrir comment les gardiens du terroir révolutionnent le secteur, transformant ce fruit rouge en un véritable trésor de bienfaits. Idéal pour tous, y compris les diabétiques, la fraise se décline sous toutes les formes, en nature, en jus, en glace ou encore en pâtisserie. Un festin pour les papilles à savourer sans modération. Un reportage savoureux signé Ramata Diem. La fraise sénégalaise sous toutes ses formes. Par sa couleur, sa texture, son goût, la fraise peut servir à sublimer vos desserts. À déguster à volonté sous sa forme naturelle ou transformée pour un mélange de saveurs en bouche. On fait des yaourts fruités avec de la fraise. On fait des smoothies à base de fraises, des nectars, de la confiture et des fraises séchées aussi pour les tisanes et les thés. La fraise locale, un fruit de saison qui est très agréable à travailler, d'autant plus qu'il y a plein de préparations que l'on peut faire pour les enfants. Le nectar de bouille avec la fraise, la confiture de fraise, les smoothies de fraises avec du lait local, rien que des produits locaux sans additifs. On travaille avec des fruits de saison. Actuellement, c'est la saison des fraises. Et les fraises sont riches en vitamine C. Et du point de vue esthétique aussi, c'est apprécié par la clientèle. Même avis pour Cheikhouna Koundoul, pâtissier qui aime travailler qu'avec les produits locaux et apprécie la récolte locale, celle sortie des champs fraisanes de Bayard. J'en suis très fier. La culture de la fraise n'était pas pratiquée dans notre pays. Aujourd'hui, nous la cultivons par ici et la fraise du Sénégal n'a rien à envier à celle importée. Cette fraise du terroir, nous savons d'où elle vient et comment elle a été produite. Il a tenu à valoriser cette fraise locale par un dessert incontournable. On a un fraisier. Fraisier là, il est composé de genoise, de fraises et de la crème. Après, nous avons quelques décorations dessus avec des feuilles d'or comestibles, 24 carats, avec quelques perles argentées et des perles dorées. Ne vous inquiétez surtout pas. La fraise est un fruit que vous pouvez consommer sans risque de grossir ou de faire déraper votre taux de sucre. Et la fraise, ce qui est intéressant, c'est que c'est un fruit qui contient énormément d'eau. Il y a 90% d'eau dans la fraise. Du coup, elle n'est pas très énergétique. Donc, on peut la manger, bénéficier des fibres, de tous les nutriments qui sont dans la fraise. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de sucre parce qu'il y a énormément d'eau. Donc, il y a à peu près la moitié de sucre dans 100 grammes de fraises que dans 100 grammes de bananes. Donc, on a à peu près 6 grammes de sucre dans 100 grammes de fraises, qui est à peu près une dizaine de fraises. En plus de ces valeurs nutritives importantes pour notre santé. Alors, il y a une vitamine qui est très importante et qui est très riche dans la fraise, c'est la vitamine C. Donc, on la connaît bien, cette vitamine. En général, quand on pense à la vitamine C, on pense à l'orange, on pense aux agrumes, quoi. Mais la fraise est en fait très riche en vitamine C parce que là aussi, 100 grammes de fraises, une dizaine de fraises, on obtient plus de la moitié de nos besoins journaliers en vitamine C. Et cette vitamine C, c'est une vitamine, un puissant antioxydant, donc qui nous aide à bien ralentir
ralentir le vieillissement du corps, ça nous aide à nous protéger contre des maladies, certaines maladies, notamment les maladies chroniques. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi un minéral qui est très présent dans la fraise, c'est le potassium. Et le potassium, c'est un minéral qui, entre autres, est responsable du maintien de la pression artérielle ou de la pression du sang. Voilà. Et après, une autre chose à noter, c'est la teneur en ce qu'on appelle les flavonoïdes dans la fraise, ce sont des polyphénols, bref, qui sont en fait aussi des sortes d'antioxydants parce qu'ils protègent le corps contre des molécules dangereuses, notamment les molécules qui vont provoquer le cancer. Donc c'est quand même très intéressant. Les jeunes entrepreneurs sont allés plus loin et comptent même se lancer dans la production de produits cosmétiques à base de fraises. Comme les gels de douche à base de fraises, les savons à base de fraises et d'autres produits cosmétiques que nous sommes en train d'expérimenter avec des partenaires pour les mettre sur le marché. Vous n'avez vraiment plus aucune raison de ne pas consommer de fraises, surtout celles cultivées au Sénégal. Elles sont produites localement sur nos terres par des fils du terroir et en plus recommandées en cette période de chaleur. Cheikhouna Koundoul, notre pâtissier passionné de fruits locaux, a tenu à sublimer cette fraise en la bordant de feuilles d'or 24 carats, telles des stars sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Place à présent à l'entretien que nous vous avions promis dans la rubrique « L'invité du bag », mais avant cela, jingle. Dans cette deuxième partie de notre magazine, donc, nous vous proposons un entretien réalisé par nos amis de l'Union africaine de radiodiffusion UAR avec le président du réseau associatif pour le dialogue algéro-africain. Ali Sahel revient sur les grandes orientations de cette plateforme panafricaine qui se veut un cadre de concertation et de mise en œuvre de projets de développement sur le continent. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes ici au centre d'échange de contenu de l'UAR, c'est en Algérie. L'UAR qui est l'Union africaine de radiodiffusion, la seule et vraie union qui parle et qui présente l'Afrique telle qu'elle est dans ses profondeurs et dans tout ce qu'elle a comme diversité et richesse. Alors ce matin, nous avons un invité très spécial en la personne de M. Ali Sahel. Monsieur Sahel, bonjour. Bonjour. Comment se porte l'Afrique ? Très bien. Donc, merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Il y a quelques semaines, nous avons assisté au lancement officiel du réseau associatif, pour le dialogue et le bon voisinage algéro-africain. Est-ce que vous pouvez présenter ce réseau à nos téléspectateurs? Il s'agit de quoi? Merci. Je présente aujourd'hui un réseau de coopération pour le développement du dialogue et de bon voisinage algéro-africain. Ce réseau est une résultante de tout l'effort qui a été fait par les associations algériennes dans le domaine de la coopération intra-africaine. Il faut que nous, les Africains, on apprend à travailler ensemble. Il faut, nous, les Africains, on sait où sont nos intérêts. Parce qu'il y a une nouvelle génération, une nouvelle Afrique qui se dessine, une nouvelle Afrique qui se construit. Il faut qu'elle se construise avec nous. Nous construisons l'Afrique que nous voulons, que l'espoir des enfants africains. Il faut que l'Afrique soit un acteur majeur dans le développement de l'économie mondiale. Dans ce siècle, nous avons l'opportunité. Et le réseau, il vient comme un complément aux politiques publiques. Et l'Union africaine a apporté des encouragements à l'organisation de la société civile africaine. Il y a de la compétence, il y a de la ressource, il y a tout. Ce réseau, il viendra comme un appui supplémentaire à tous les organes qui se créent à travers l'Afrique pour qu'une Afrique soit prospère. Pour dire nous sommes tous africains, que nous avons un but commun, un objectif commun. Comment faire sortir notre continent de ce sous-développement, de cette misère, malgré que le continent est riche. Nous voulons sortir ce continent de ce marasme politique, économique, déstructuré. Nous, avec ce réseau,
Pourquoi on a fait appel en dehors des associations? Parce qu'avec l'élite que tu peux construire l'avenir, avec le savoir-faire, avec la science. Et nous, ce réseau, qui soit une construction supplémentaire, une pierre supplémentaire dans la construction de nouveaux édifices africains. Et l'Union africaine encourage ça. Il faut que l'Afrique soit bien organisée. Il faut que l'Afrique soit bien rodée. Il faut qu'il y ait cette action solidaire entre nous, entre l'Est de l'Afrique, le Nord de l'Afrique, l'Ouest de l'Afrique, l'Afrique centrale. Le continent est assez vaste et il a les possibilités. Maintenant, il y a quand même prise de conscience des peuples d'Afrique. Il y a ce bouleversement qui est constructif. Il y a moins en dehors du terrorisme qui a été une création occidentale, parce que ce n'est pas la tradition de l'Afrique. Mais malgré ça, il y a des efforts qui se conjuguent entre les pays africains pour lutter contre l'ennemi, parce que c'est un ennemi redoutable contre le développement. Parce que la paix et la stabilité qu'on peut avoir un développement. Et l'Afrique, elle a besoin de tranquillité, elle a besoin de paix, pour qu'elle puisse construire son avenir. Est-ce qu'il y a des axes précis de coopération? Le réseau, il a fixé des objectifs. Les objectifs, il y a des objectifs économiques, sociaux, culturels et formation. Parce qu'en fonction des besoins, nous ne sommes pas une institution, nous adaptons en fonction des besoins des populations. L'aspect économique, qui est une préoccupation parce que l'aspect économique détermine le social, etc. Tout à fait. Nous avons cette expérience en matière de l'accompagnement, l'appui à la création de la micro-entreprise et les start-up. Et là, c'est une expérience que nous pouvons utiliser ces moyens qui sont dotés au niveau de l'État algérien, qu'elles soient mises à la disposition des jeunes Africains. D'une part, aussi de les aider financièrement, qu'il soit un financement à taux 0% qui permettra de créer la micro-entreprise, de créer la propre ressource à la famille africaine. Et deuxièmement, cet argent peut être multiplié par d'autres familles. Sur le plan culturel, nous avons une grande richesse culturelle. Il y a une multiculturalité en Afrique qui est très bonne. Nous pensons, pour l'année 2024, d'organiser le premier festival de la musique africaine. Parce qu'à travers la musique, à travers la culture, il n'y a pas de ségrégation, il n'y a rien. Il ne peut nous réunir que la musique, parce que tout le monde se retrouve dans le rythme africain. Et là, possible qu'on va l'organiser à Tamarasset, le coin le plus proche du continent, et à travers ça, c'est développer les langues africaines. Leur donner les moyens financiers. Parce que le français, ce n'est pas notre langue. L'anglais, ce n'est pas notre langue. Nous avons des langues. Et il nécessite des moyens financiers et humains, de la recherche sur le développement de langage. Quelle peut être votre contribution en tant que réseau dans la mise en marche ou bien dans l'accélération de la ZLECAf sur la scène continentale? Moi, je pense que c'est déjà un acquis que les chefs d'État africains ils sont entendus et de créer cette zone. Parce qu'il fallait ça pour diversifier, pour donner la possibilité à des produits africains qui soient sur le marché africain. Comment sera notre contribution en tant que réseau? Notre contribution sera premièrement sur la communication, sur les différentes rencontres qu'on va vulgariser qu'il faut développer ce marché africain. Troisièmement, nous encourageons les opérateurs économiques, qu'ils soient algériens ou burkinabés, ou quel que soit, qu'ils puissent réellement investir dans les pays. Il faut qu'au niveau de politique, des chefs d'État, des gouvernements, qu'il y ait cette compréhension que c'est une préoccupation majeure de garantir l'investissement, sécuriser l'investissement. Là, ça relève des États. Nous nous sensibilisons que vous pouvez gagner de l'argent en Afrique. Vous ne pouvez pas vendre votre produit en Allemagne, ni en France, ni ailleurs.
faut qu'on mette ça. Eux, ils veulent le produit brut. Nous, nous disons, basta. Nous pouvons transformer. Nous avons le savoir, nous avons les machines. Alors, commençons à travailler. Est-ce que l'Algérie, en tant que pays, vit une crise avec ses voisins? Non, nous, on n'a pas tenu compte parce qu'il n'y a pas de crise, il y a de l'incompréhension pour moi. Parce que tant que les pays, c'est des trucs internes. C'est la lutte comme l'Algérie a lutté contre le terrorisme dans les années 90. Nous avons fait une guerre terrible et nous avons vaincu le terrorisme. Nous, notre souhait, et nous renforçons tous les États qui luttent contre le terrorisme. Le terrorisme, par définition, c'est la négation. Nous n'avons pas de problème. Nous voulons le bon voisinage. Il faut que les États soient plus compréhensibles mutuellement. Il faut que les États, leur avenir est lié aux frontières des États voisins. Parce que la solidarité, elle vient dans le cadre du bon voisinage. Je ne veux pas que quelqu'un meure en Burkina ou au Niger, parce que c'est comme quelqu'un qui meurt en Algérie. Nous avons perdu nos enfants. Nous avons perdu beaucoup d'Algériens pendant le terrorisme. Nous connaissons c'est quoi le deuil. Nous voulons éviter ça à l'ensemble de notre continent, à l'humanité d'une façon générale. Très bien. Il y a un problème qui est transversal, qui est propre à tous les Africains, la question migratoire. En tant que réseau, quelles sont les propositions que vous avez au gouvernement, aux différents gouvernements, parce que c'est une question qui fâche. Premièrement, il faut que l'immigration irrégulière soit traitée au sommet de l'Union africaine. Il faut que les politiques décident, parce qu'il faut aller à l'origine. Pourquoi cette immigration irrégulière? Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas une bonne santé, il y a un problème d'insécurité, les différentes guerres tribales. Il faut aller dans la solution radicale. Et puis il y a des conventions entre les États. Il faut des accords bilatéraux qui permettra aux États, s'il y a une convention, il faut qu'elle soit respectée. Moi, je dirais, mon pays, comme d'autres pays d'Afrique, ils doivent respecter les conventions qui sont signées sur le plan bilatéral ou sur le plan régional. Les autres membres de ce réseau qui résident dans d'autres pays africains, vous avez déjà une feuille de route, vous avez déjà commencé le travail? À partir du mois de mai, nous allons éventuellement commencer par certaines visites et d'envoyer des propositions, parce que nous voulons travailler dans le cadre de la concertation. Nous ne sommes pas, comme ils font les colonisateurs, on a des documents, on les transmet. Non, on fait des propositions dans le cadre de la concertation, l'enrichissement des documents, des idées, et nous pouvons les travailler ensemble, parce que le travail ensemble assure la réussite. Et si nous voulons qu'on soit au même pied d'égalité, il faut le respect mutuel, il faut le respect de l'autre. Et ça, c'est fondamental. Merci beaucoup, M. Sahel. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. À très bientôt pour une autre occasion, pour une autre édition de Afrique 7 Mal. Merci. À bientôt. Africa! Voilà, c'est donc avec cet entretien que nous clôturons ce magazine. Merci à tous nos amis techniciens du Studio 2 et merci à vous de votre intérêt, de votre fidélité. Excellente soirée avec la suite de nos programmes. Salam.